Dans le dernier épisode, nous avons vu ensemble le cas de Carole, qui souffrait de la phobie des magasins, et comment, au fur et à mesure de la séance EFT au travers d'un questionnement et l'application du tapping sur les points d'acupression, elle a réussi, par le biais d'un cheminement de pensée et d'informations associatives, à se libérer de ses émotions et ainsi se départir de la source de son conflit intérieur. Nous sommes passés par l'exposition de son problème, pour ensuite définir les émotions qui la traversaient en passant par les souvenirs de son passé en tant qu'enfant avec son institutrice et la corrélation qu'elle en avait fait inconsciemment avec la femme de l'épicier pour l'amener au traumatisme du vol dans le magasin, source du trauma. Elle a ressenti les émotions et sensations physiques telles que le stress, la tête embrumée, les maux de ventre, le vertige, l'envie de fuir, mais aussi la culpabilité, les pensées négatives sur elle, l'inquiétude, pour finir par retrouver le calme et la sérénité. Alors comment ça fonctionne l'EFT d'un point de vue plus scientifique? Alors la méthode est tellement simple à première vue que l'on peut se poser des questions sur son efficacité. Alors pour Gary Craig, les explications scientifiques ça l'intéresse pas trop. Ce qui passionne lui, c'est l'action au niveau du système énergétique. Alors son hypothèse de base et fondatrice, c'est que toutes les émotions négatives proviennent d'un blocage au niveau du système énergétique corporel. Donc pour lui, il y a des pensées négatives qui vont créer une interface à l'intérieur du système énergétique et cela fait comme une espèce de parasitage. En gros, il y a des pensées négatives qui génèrent des émotions qui elles-mêmes trouvent leur source dans des événements traumatiques du passé. Et c'est cette perturbation énergétique qui va créer donc les émotions négatives. Donc il dit c'est simple, vous stimulez les points, vous envoyez un message énergétique de rétablissement du courant, l'énergie fait son travail, libère les blocages et on retire l'émotion à l'origine du problème. Et la personne retrouve son équilibre. Alors c'est une explication certes, mais qui ne satisfait pas les scientifiques à l'esprit rationnel et analytique qui veulent plus de preuves de l'efficacité des médecines énergétiques. Alors au début de l'apparition de ces médecines énergétiques, il y a eu une vague de critiques et d'opinions très dubitatives dans la communauté scientifique américaine, dans laquelle se trouvaient des chercheurs, des psychologues, des psychiatres, des neurologues, des médecins. Alors cette réaction des scientifiques est due entre autres au fait de l'enthousiasme des primo-pratiquants de cette méthode qui la décrivaient comme la panacée et en donnaient un aspect magique résolvant tous les problèmes. Alors en conséquence de quoi, des articles scientifiques et certains chercheurs ont décrié cette technique, amenant le fait qu'aucune étude fiable ne pouvait valider cette méthode. Donc ces personnes à l'esprit scientifique et rationnel veulent des preuves et se posent des questions telles que existe-t-il des données et études crédibles qui montrent que l'EFT et la psychologie énergétique fonctionnent? Quels sont les mécanismes qui permettent d'expliquer comment ça fonctionne? Quelles sont les influences au niveau du corps et du cerveau? Et quels sont les impacts au niveau biochimique et neurologique? Alors ces chercheurs se sont donc intéressés à ce qui se passe aussi à l'intérieur du corps et du cerveau. Et ils ont publié des études sur le sujet. Alors pour vous expliquer cela, je vais reprendre le cas de Carole et je vais vous expliquer plus ou moins ce qui s'est passé dans son corps et dans son cerveau en pratiquant l'EFT. Alors quand une personne est activée émotionnellement par la remémoration mentale d'un souvenir problématique, comme c'est le cas ici avec Carole et son rapport au magasin, elle active son système nerveux autonome. Dans le système nerveux autonome, il y a deux branches, la branche sympathique et la branche parasympathique. La branche sympathique, c'est le système d'alerte, celle qui est enclenchée par l'exposition au danger que représentent ici, dans notre cas, les magasins. Alors, à ce moment-là, le corps envoie de l'adrénaline que l'on appelle l'hormone guerrière. C'est elle qui mobilise l'énergie disponible pour nous donner la force musculaire de combattre ou de fuir une situation menaçante. Mais l'adrénaline n'agit pas seule. Quelques minutes après que sa production ait été déclenchée, une autre hormone cruciale vient à sa rescousse. C'est le cortisol. Les deux hormones travaillant de concert tout au long de la réaction au stress. Les effets physiologiques du cortisol sont considérables, mais non perceptibles. On l'appelle l'hormone espionne. Donc après l'adrénaline, c'est le cortisol qui prend les commandes pour que l'organisme puisse réagir au danger.
Malheureusement, notre système de survie ne fait pas la différence entre un tremblement de terre et notre peur des magasins ou autres traumatismes passés qui ont toujours une résonance dans le présent. S'il reçoit le message qu'une situation est une menace, il réagit comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. À un niveau neuronal, il réagit comme si nous étions menacés, même si cette menace provient d'opinions inoffensives ou de faits que nous pourrions sans cela trouver utiles et acceptables rationnellement. Alors vivre des tensions de façon répétitive pour notre corps a des conséquences, on s'en doute. Donc l'adrénaline et le cortisol sont alors constamment sécrétés en grande quantité dans l'organisme. Surutilisés, notre mécanisme de défense risque en outre de se dérégler et des médecins et des chercheurs le confirment. De plus en plus d'études scientifiques montrent qu'un déséquilibre dans la sécrétion des hormones du stress précède des maladies dites de civilisation telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et même la dépression. Alors, s'il est constamment sollicité, le mécanisme de protection risque de s'épuiser et le cortisol peut venir à manquer. Résultat, un trop faible taux de cortisol dans l'organisme peut mener à l'anxiété et à l'épuisement. Donc quand Carole est activée émotionnellement par la remémoration mentale du souvenir lié à sa phobie des magasins, elle active son système nerveux autonome qui met en action la branche sympathique qui envoie un signal à l'amygdale cérébrale qui est donc le centre de la peur et qui, elle, stocke uniquement la mémoire flash émotionnelle d'un événement. Elle déclenche aussi donc l'adrénaline et le cortisol qui envoient systématiquement une réponse adaptée à une menace par la fuite, l'attaque ou l'inhibition. Dans notre cas ici, l'envie de fuir. Avec, comme Carole l'a décrit, des troubles comme la panique, les bouffées de chaleur, le cœur qui s'emballe, les tremblements, la suffocation et les vertiges. Alors quand on commence à faire des stimulations sur les points énergétiques, on appuie sur le frein, sur le parasympathique, ce qui active la régulation et la baisse de la cortisol. Ceci a été démontré dans des études qui ont été menées par Dawson Church en 2009, qui était épigénéticien, et Hutlett auparavant en 92. De plus, une action biochimique s'effectue et les neurotransmetteurs envoient de l'endorphine, qui est une neuropeptide opioïde endogène, en gros l'hormone du bien-être, et ceci a été démontré par une étude de Brudel en 2005, qui a mis donc en évidence les effets biochimiques liés à la stimulation des points d'acupuncture. Mais en plus, il a aussi démontré que le fait de faire des stimulations permet d'augmenter la production d'ondes alpha dans le cerveau, et si l'on prolonge ces stimulations, on observe une augmentation des ondes θ et delta, qui sont des ondes beaucoup plus basses et que l'on peut observer dans les états d'hypnose profonde et de méditation. Alors des études résultant d'un programme qui a été mené sur 10 ans par la Harvard Medical School portaient sur les effets de stimulation des points d'acupuncture sur des sujets placés sous IRM et scanner. Ces expériences ont montré que la stimulation des points d'acupuncture avec des aiguilles provoquait avec régularité la baisse sensible de l'activité de l'amygdale et d'autres zones du cerveau qui sont liées associées à la peur. Alors la même équipe de la Harvard Medical School a mené des études qui datent de 2009 et qui ont apporté des preuves complémentaires corroborant les rapports précédents quant au fait que l'acupuncture puisse procurer une désactivation importante du système limbique, paralimbique et néocortical. Alors donc la stimulation sur les acupoints permet de réduire l'activité de l'amygdale qui est donc une partie du système limbique et qui traite donc des émotions dont la peur ainsi que de nombreuses informations liées aux menaces. Donc au moment où Carole commence à tapoter sur ces points d'acupuncture tout en s'exposant à son problème, elle stimule le système parasympathique qui entraîne lui une réaction des neurotransmetteurs qui déclenche donc la production d'endorphines, la production d'ondes alpha, mais aussi la production de sérotonine, ce qui a été démontré par des études faites par Swack en 2001, Hutlett en 92 et Ruden en 2005. Et ce même Ruden a aussi observé une augmentation de l'acide gamma-aminobutyrique, le GABA, qui permet aussi de réduire l'anxiété et d'inhiber la peur.
Donc ils ont observé aussi une augmentation de la production de sérotonine qui permet une amélioration de l'humeur et qui diminue la réponse fuite ou combattre. Ici, dans notre cas, l'envie de fuir. Alors selon ces études, en exerçant la stimulation des points méridiens, on envoie un message contradictoire au cerveau car ces stimulations vont envoyer un message énergétique et biochimique au système nerveux autonome et activer le parasympathique. Avec donc la baisse de la cortisol, l'envoi neurochimique de sérotonine, d'endorphine, du GABA, la production d'ondes alpha dans le cerveau, pour un retour au calme et de non-danger, ce qui va activer l'accès à l'hippocampe et au cortex préfrontal. À ce moment-là, l'amygdale lâche prise et passe enfin le relais à l'hippocampe, qui elle stocke la mémoire épisodique, c'est-à-dire les souvenirs des événements vécus avec leur contexte, les dates, les lieux, les situations et les environnements. Donc l'hippocampe enregistre à ce moment-là que le souvenir ou que le déclencheur peut être réactivé en toute sécurité, désactivant les voies neuronales qui déclenchaient la réaction anxieuse par l'amygdale. Elle libère alors les informations manquantes ou associées plus ou moins directement par d'autres voies neuronales, et là, elle commence à envoyer des images ou des souvenirs en rapport avec la source du problème. Ici, dans notre cas, par exemple, l'institutrice ou la femme de l'épicier, qui n'ont pas un rapport direct, mais associatif, pour ramener Carole à l'image qui l'avait choquée de l'événement quand elle était petite avec la dame du magasin au moment du vol. Permettant donc alors d'avoir un accès au cortex préfrontal qui peut maintenant analyser la situation de façon beaucoup plus rationnelle, car ayant accès à tous les événements de l'événement, ce qui explique que sous l'effet de la stimulation, avec la baisse de cortisol, l'envoi d'endorphine, de sérotonine, de GABA, des ondes alpha, et bien la personne change de discours, de cognition, de pensée et de croyance face à l'événement traumatique. Donc s'opère alors une déconnexion des synapses et de l'ancienne voie neuronale en créant une nouvelle. La conséquence de cette expérience contradictoire est que l'ancien souvenir est remplacé maintenant par un nouveau souvenir avec toutes les données qui lui manquaient, mais qui n'est plus chargé émotionnellement. C'est ce qu'on appelle la reconsolidation. Alors maintenant que vous connaissez l'origine de cette technique, le schéma de questionnement, les bases scientifiques corroborant l'efficacité de cette technique, cela va être à vous de jouer et de pratiquer. Donc je vous invite donc à me suivre vers la 5e et dernière partie pour votre prise en main de l'EFT. A tout de suite.